L'épisode que tu t'apprêtes à écouter fait partie des vocaux de Yogaline Pro, ton boost hebdo pour être un prof de yoga épanoui. Si ce partage te plaît, tu pourras rejoindre les vocaux de Yogaline Pro. Je t'explique comment en fin d'épisode. Bonne écoute! Bonjour les vocaux de Yogaline Pro. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une question qu'on me pose assez souvent, qui est de dire est-ce qu'on doit répondre à la demande de nos élèves de faire des postures plus difficiles ? Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on commence à avoir des élèves qui font du yoga depuis un certain temps avec nous et qui ont envie d'aller se challenger sur des postures, par exemple, plus compliquées, d'inversion, des choses comme ça. Et il y a plusieurs, bien sûr, il n'y aura pas une réponse tranchée, comme très souvent avec moi. L'idée, c'est de vous donner des pistes de réflexion pour qu'ensuite vous fassiez vos choix en fonction de moi, mon expérience et les conclusions que j'en ai tirées. Donc, pour vous poser un petit peu de contexte, parce que comme toujours, ces réflexions sont axées sur des expériences que j'ai vécues avec mes élèves. Donc, personnellement, par exemple, je fais très peu, voire même pas du tout, dans un contexte de cours hebdomadaire, d'équilibre sur les mains, de posture sur la tête. Donc, je ne fais pas travailler des équilibres sur les mains déjà. Alors, je parle pas du handstand, je parle par exemple, alors même le corbeau, mais de posture en équilibre sur les mains sans inversion. Donc ça, c'est des choses que personnellement, je n'amène pas dans mes cours hebdomadaires parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de les faire. Et puis parce que moi, il y a plein de postures que je ne sais pas faire. D'ailleurs, ça fera l'occasion d'un autre vocal. Est-ce qu'on peut enseigner des postures qu'on ne sait pas faire ? Et je vous donnerai mon point de vue sur ce sujet. Et pareil, donc pour les postures d'équilibre sur la tête ou sur les mains, c'est des choses que je n'amène pas dans un contexte de cours hebdomadaire parce que je trouve que la majorité des personnes que j'ai en cours hebdomadaire ne sont pas en capacité de faire ça. Donc, quand on me demande « Ah mais Marion, on va pas travailler sur Sirsasana, ah mais Marion, on travaille pas le handstand », j'explique ça en disant que pour moi, dans un cours hebdomadaire, alors moi j'ai des cours hebdomadaires qui sont tout niveau, ce n'est pas le lieu d'apprendre ça. À force d'avoir des demandes de mes élèves d'aller vers des postures plus challengeantes, j'ai fini par proposer des workshops, des stages, voire même des retraites dédiées à ces sujets. Alors ça peut être du coup un petit peu challengeant parce qu'on se retrouve à amener ses élèves dans des postures compliquées qu'on n'enseigne pas régulièrement en cours hebdomadaire. Et donc c'est sûr que dans la position du prof, c'est pas toujours confortable. C'est un moment où on se challenge. Et avant de proposer des workshops, par exemple sur les inversions ou même des retraites sur les inversions, je me suis posé la question de dire est-ce que c'est juste de répondre à ces élèves qui te demandent de répondre à leurs besoins, de répondre à ces élèves qui te demandent d'aller faire des postures plus challengeantes. Sachant que bien évidemment pour moi le yoga c'est pas ça, c'est pas d'aller absolument arriver à faire une posture sur la tête. Et donc je me suis dit est-ce que vraiment c'est juste ? Par rapport à ces élèves, donc ces élèves-là qui m'ont fait cette demande, ce sont des élèves qui viennent très régulièrement à mes cours, à mes stages, et ce sont des élèves qui ont des super placements dans les postures, et ce sont des élèves qui savent se mettre en sécurité dans leur posture, que ce soit dans leurs épaules, dans leurs bras. C'est des élèves qui connaissent vraiment ma façon d'enseigner le yoga, et c'est des élèves que, oui, j'ai eu envie d'amener sur des postures plus challengeantes. Donc, j'ai fait ce choix de me dire, ok, je propose des workshops que je flèche bien confirmé, voire même je me pose la question, je n'ai pas encore tranché, mais peut-être même qu'à l'avenir ou dans les mois qui arrivent, je bloquerai l'accès à ces workshops d'élèves qui n'ont pas fait au moins 1 ou 2 cours avec moi, d'élèves qui ne connaissent pas du tout ma méthode. Ça, c'est un autre débat. J'en ai déjà parlé un petit peu sur les vocaux de Yogaline Pro avec le faux confirmé. Mais en tout cas, j'ai décidé de leur faire, entre guillemets, ce cadeau, de répondre à leurs besoins, à leur envie, même si c'était challengeant pour moi. Mais j'ai bien posé, pareil, quelque chose dont on a parlé dans les vocaux de Yogaline Pro, j'ai bien posé l'intérêt d'aller chercher ces postures d'inversion d'un point de vue philosophie du yoga. J'ai vraiment posé des bases en expliquant que l'objectif du yoga, pour moi, ce n'était pas d'arriver à faire une posture sur la tête, mais que c'était, par exemple, de voir comment je me comporte mentalement, physiquement, face au challenge. De se mettre
face à une posture challengeante, est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans le j'insiste? Comment je réagis? Pour se dire que potentiellement, dans la vie de tous les jours, quand je vais me retrouver face à une difficulté, il y a de grandes chances que j'agisse de la même façon que sur mon tapis de yoga face à cette difficulté et que potentiellement, en m'entraînant sur mon tapis de yoga à réagir différemment, je réagirai différemment dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai vraiment posé la première chose que j'ai faite pour répondre à cette envie d'aller plus loin, c'est de ramener de la philo du yoga pour que ça ne se transforme pas en gymnastique. La deuxième chose que j'ai faite, c'est j'ai construit mes cours en ayant des points de contrôle très précis, des étapes, on pourrait le voir comme ça, en disant voilà, si tu arrives à faire l'étape 1, ouais, tu peux tenter l'étape 2. Si tu n'arrives pas à faire l'étape 1, on reste sur l'étape 1 et on travaille pour arriver à faire l'étape 1. Mais en aucun cas, tu ne vas tester l'étape 2 et l'étape 3 et l'étape 4. Et donc, j'ai vraiment posé dans ces débuts de... Alors, j'en ai fait plusieurs des ateliers comme ça, mais à chaque fois, je pose en début de cours que tout le monde ne pourra peut-être pas essayer d'aller kicker, par exemple, dans un équilibre sur les mains. Parce que peut-être tout le monde ne pourra pas aller essayer de kicker, même si je suis pas trop d'accord avec le fait de kicker, dans la posture sur la tête. Mais c'est pour donner des choses précises, des exemples précis. Que on ira à l'étape suivante uniquement si on valide la première étape. Et par exemple, pour donner... alors le plus difficile pour moi à gérer dans ces moments-là, c'est quand on a des personnes qui savent déjà faire ces postures, mais qui les font en passage en force. Je pense par exemple à l'équilibre sur la tête, à un élève à moi qui est crossfitter que j'aime beaucoup, mais qui du coup sait déjà monter son équilibre sur la tête, mais qui le monte façon crossfitter, c'est-à-dire en forçant beaucoup avec ses abdominaux, en jouant avec l'élan, enfin qui sont des choses avec lesquelles moi personnellement je ne suis pas d'accord parce que je pense que ça amène aux blessures en yoga. Et donc il a fallu lui dire, ouais, là, oui, tu sais le monter en force, mais moi, je voudrais que tu apprennes à le faire autrement. Et là, pour l'instant, t'es bloqué à l'étape 1 parce que tu n'arrives pas à placer ton dos comme je te le demande. Et tu vas pas chercher l'étape 2. Voilà. Et donc, ça demande un peu d'aplomb, mais pour moi, c'est la façon d'être OK avec le fait de répondre à ce besoin de mes élèves qui veulent aller dans des postures plus compliquées. Et pour conclure sur l'histoire de ce crossfitter, donc il m'a fait confiance, c'est quelqu'un qui a une grande capacité de remise en question, qui aime vraiment beaucoup mon enseignement et qui me fait confiance parce que j'ai gagné sa confiance avec le temps. Il me soutenait il y a quelques années maintenant que jamais il arriverait à monter son équilibre sur les mains, sur la tête comme moi je le lui demandais, qu'il n'était pas capable parce qu'il n'avait pas assez d'ouverture de hanche, pas assez de souplesse dans les arrières de jambes, patati patata. Et puis un des derniers workshops qu'on a fait sur ce sujet, il a réussi à monter son équilibre sur la tête comme moi je le lui ai appris et proposé. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il était persuadé qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, et c'est les autres qui lui ont dit mais si, t'as fait exactement ce que Marion elle demande, mais lui dans son corps il le sentait pas comme ça. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que comme il a apprécié cette façon de monter l'équilibre sur la tête, il challenge ses potes crossfitters en les invitant à essayer de faire comme sa prof de yoga l'a dit, entre guillemets, parce que c'est une citation. Donc du coup, quand je vous raconte tout ça, et je trouve que c'est une bonne façon d'avoir répondu aux besoins de mes élèves d'aller chercher ces postures plus complexes, mais vraiment en posant des bases fermes et en posant des points de contrôle. Donc déjà, je répète, les 2 points de contrôle que moi j'ai mis à partir du moment où vous êtes OK pour répondre à ce besoin d'aller plus loin de vos élèves, de rappeler que c'est pas de la gymnastique, donc de ramener de la philo du yoga, et de mon point de vue, d'avoir des points de contrôle hyper précis à donner à vos élèves pour savoir s'ils peuvent aller dans les étapes suivantes pour être sûr qu'ils ne se blessent pas. Et d'être encore plus appuyé dans vos consignes verbales, encore plus exigeante, j'ai envie de dire, parce que ce sont des postures à risque. Et moi, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, vous me faites un 4 pattes pas tout à fait comme je veux, c'est pas dramatique. Là, par contre, on parle des cervicales, on est en appui potentiellement sur la tête. Alors non, on n'est pas en appui sur la tête ou très peu. À vous, prof de yoga, je peux vous dire ça. Mais quand on va l'expliquer en début d'un cours, c'est ce qu'on va dire. On a de l'appui sur les cervicales, c'est une grosse posture à risque pour les cervicales, donc on fait pas n'importe quoi. Et donc on m'écoute vraiment attentivement. Et si je dis non, c'est non.
sachant que je vais vous expliquer pourquoi c'est non. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Il faut, de mon point de vue, être capable d'expliquer ce qu'il y a derrière les consignes verbales qu'on demande. Donc voilà pour mon point de vue sur, mon expérience, surtout sur est-ce que c'est OK de répondre à ces élèves qui nous demandent d'aller plus loin dans les postures de yoga et surtout comment le faire. Peut-être que vous avez testé d'autres choses, c'est toujours pareil, n'hésitez pas à nous les partager dans le canal d'échange, dans le groupe, pour que on puisse en discuter, parce que ma façon de faire est ma façon de faire, mais chacun est libre d'avoir sa façon de faire. Et donc si vous avez déjà eu ces réflexions, n'hésitez pas à les partager dans le groupe, ce sera un plaisir de les lire et puis ça nourrira nos réflexions à toutes, parce que je crois qu'en ce moment, on n'est que des femmes dans les vocaux de Yogaline Pro. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour un nouveau vocal de Yogaline Pro. Si l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'a plu, tu vas adorer les vocaux de Yogaline Pro. Si tu es prof de yoga et que tu te sens parfois seule face à tes doutes, face aux défis du métier de prof de yoga, rejoins les vocaux de Yogaline Pro. C'est un espace authentique et bienveillant où je te partage mon expérience de prof de yoga. Concrètement, c'est un canal Telegram où je fais 3 vocaux par semaine. Je te donne des conseils concrets pour ton enseignement du yoga postural. Je te partage des réflexions et je t'invite à réfléchir sur le métier de prof de yoga, le business et parfois on parle même de compta. Et je réponds aux questions que tu te poses avec des pistes concrètes et adaptées à la réalité de notre métier. Il y a aussi un canal pour échanger entre profs de yoga, pour partager tes joies, tes doutes, tes réflexions avec des profs qui ont les mêmes valeurs que toi. Les vocaux de Yogaline Pro, pourquoi ça marche ? Parce que ça parle vrai. L'authenticité, c'est vraiment ma signature. Si tu écoutes cet épisode au moment de la sortie des vocaux de Yogaline Pro, il y a un tarif de lancement jusqu'au 31 décembre. Je te laisse donc suivre le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo pour voir ce tarif de lancement. Les vocaux de Yogaline Pro, c'est sans engagement. C'est 3 vocaux par semaine, un groupe d'échange, sans engagement. Tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que comme les profs qui participent déjà, tu auras envie d'y rester parce que ça te permettra de briser la solitude du métier de prof de yoga, d'avoir des conseils concrets, de l'inspiration et des vrais coups de boost réguliers pour avancer sereinement dans ta pratique et ton enseignement du yoga. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Le lien est dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo.